Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier de la CCP. J'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré de même que l'interprétation, pardon. Également, compte tenu du grand nombre de participants et de participantes aujourd'hui, toutes les interventions directes devront être faites par l'outil de clavardage. Et évidemment, j'aimerais remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA. Cette 7e série d'ateliers porte sur le thème conception pédagogique et recherche. Comment la recherche peut-elle améliorer la pratique du concepteur ou de la conceptrice? Est-ce que les résultats de recherche sont utilisés dans le travail régulier des concepteurs et des conceptrices pédagogiques? Comment la recherche peut-elle suivre l'évolution accélérée du domaine du design pédagogique? Cette série aborde la recherche universitaire en design pédagogique sous tous ses angles. D'une durée d'environ 15 minutes chacune, les présentations seront suivies d'une période de questions de plus ou moins 30 minutes. D'abord, M. J.R. Dingwall abordera le thème « Faire du neuf avec du vieux ». Après une période de questions de plus ou moins 30 minutes, Mme Savard présentera le deuxième thème « Comment pourrait-on améliorer les pratiques de conception des formations ». M. Dingwall est un concepteur pédagogique à l'Université de la Saskatchewan. En 2013, il a obtenu une maîtrise en conception et technologie éducative, portant plus particulièrement sur la conception pédagogique et la conception multimédia de l'apprentissage. Depuis, il a conçu et mis en place des cours et des programmes d'enseignement pour divers modes de communication, face à face, hybride et en ligne, dans divers contextes d'enseignement, postsecondaire, sans but lucratif, formation continue et pédagogie ouverte. Détenant un baccalauréat en éducation avec majeur en arts pratiques et appliqués, M. Dingwall est un enseignant dans l'âme et il se consacre à une multitude de communautés de pratique en matière d'enseignement et d'apprentissage. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Dingwall. So, GR, I will let you do with it, and I will close my camera and let you begin. Go ahead. Thank you, Carol. Hello, bonjour. My name is Jared Dingwall, and the presentation today, I'm joining you from the Distance Education Unit at the University of Saskatchewan. I know I did a sound test, but if in this first couple of minutes something is not coming through for you, just drop a line in the chat, please, and let me know, and I can adjust my microphone. The topic that I wanted to talk about today a little bit is kind of this theme of what is old is new again. Not so much a deep literature review or original research, but a series of observations and juxtapositions that I've seen in my work in instructional design and in teaching. Just a little bit about this presentation and myself. I did
instructional design, or I took an educational technology design degree kind of from 2011 to about 2013. And there was one project in particular that we worked with the Saskatchewan History and Folklore Society. And I was able to work with them as well as with the Western Development Museum here in Saskatoon. And at one point, I was taken on a tour through the archives. And so for me, just as somebody with a practical and applied arts background and an interest in technology, it was so cool to be able to see old phonographs and even old Edison wax cylinder players from the early 20th century. So it's really kind of activated my interest in old technology. During school, most of my focus was on modern applications of multimedia design for learning, video design for learning. But a couple of colleagues of mine, Dr. Michelle Jacobson from the University of Calgary and Dr. Alec Koros, were chatting on Twitter one day during my time in school, and it was right at the top of the MOOC hype, and everyone was really interested in these big open online courses. And Michelle made a quip that it was kind of similar to Larry Cuban's writing on Teachers and Machines. So of course I had to go pick up the book. I was able to find one online for quite affordable, which worked as a grad student. And Larry's book kind of positions radio, video, and television use in the United States from 1920 until about 1980. He gets into computers just a little bit and follows this book up with one called Oversold and Underused, which is more about computers in schools in the 1980s and 1990s. But what's really interesting about that book is as I read it, I started thinking, well, a lot of the things that were claimed about video in the early 20th century are still being claimed today, and it's 2012 all of a sudden. So how much has really changed in that time? So we get to kind of a 100-year stretch of video. And in the early days, in the 1910s, Thomas Edison even predicted at one point that, quote, books will soon be obsolete in public schools. Scholars will be instructed through the eye. It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture. Our school system will be completely changed inside of 10 years. And that quote's from 1913. So it's well past 1923. I don't think it's changed all that much in the way that maybe Thomas Edison had anticipated. But this interest in video really kicks off, or seems to kick off, around that point in the early 1910s. By 1937, we get a book called Visualizing the Curriculum from Hoban, and Zisman. In 1937, quote, processes shown in the film seem real to the pupil. Through supplying this element of action, motion picture makes available to pupils a type of experience very real and consequently very effective in the learning process, end quote. And so we continue to see this interest in video, that it's something that's really useful, it's something that provides a new way to try and teach our students. Video wasn't the only thing that people were interested in at that time. Television itself, so more of a synchronous communication as opposed to film on reels or slide projectors, they started broadcasting these lectures. So a number of universities set up TV studios. In Canada in particular, at the late 60s through to the early 80s, I had to make sure that I included a little bit about University of the Air here, because this was a series of lectures from different universities, mostly in Eastern Canada, to broadcast over CTV. And so you could turn on CTV at about 6 o'clock at night and get lectures from university professors delivered right to you over the air. But the interest in this didn't really sustain itself, just like the interest in film strips and other video, it kind of ebbs and flows. And so
as we see from a quote from Reiser in 2001 in his paper, A History of Instructional Design and Technology, Part 1. By the mid-1960s, much of the interest in using television for instructional purposes had abated. This problem was partly because of the mediocre instructional quality of some of the programs that were produced. Many of them did little more than present a teacher delivering a lecture. And so that's kind of something that sits in the back of my mind. I remember reading this paper kind of in the earlier 2010s as well. So we see in the 60s and the 70s, we have that University of the Air or the televised model, and that it is largely delivering a lecture. Even though it's not been recorded, it's going out over the airwaves. The next piece of technology, I'm not sure how many of you would have seen any of these before, but that disc is called a CED. The company RCA made those from about, I think, 1979 to 1984. And it was a technology that was completely outmarketed and in the wake of things like VHS being more usable, CEDs didn't really take the market by storm. But what's interesting about that piece of technology in particular is that there's kind of this renewed interest in programmed instruction. And so we see a resurgence in something that I'll talk a little bit later on, but that there's this interest all of a sudden, again, in programmed instruction because these video discs allowed us to randomly access information. So the focus for the disc was still mostly on delivering video content, but instead of scrubbing through a VHS tape, which I remember being very tedious, the CED allowed us to randomly access material. And so then there's also the media carts that were really popular in the 80s and 90s in schools, and that's still a one-to-many translation. So most of these are a one-to-many in terms of everyone kind of sitting together, viewing it at exactly the same time. We get into the late 90s, early 2000s. YouTube's made in like 2005. And then there's this resurgence of video again to say, oh, we can teach people by video, and this time they can access it individually. It wasn't intentional when I laid this slide out, but it was kind of a happy coincidence that I had a lecture over top of a lecture about 50 years apart. And that's mostly because when in the early 2010s and Coursera and edX and MOOCs are really a big talk at the time, and flipped classrooms are really a talk at the time, that we see the resurgence of, again, lecture by video. And I think a lot of the claims now were that, well, on my computer or on my phone, I can play, pause, rewind, so I can control the video instead of the teacher doing so. But that even though that part of the technology has changed, the approach really hasn't changed. Audrey Waters captures this in a keynote of hers in 2011, stating the ability to pause, rewind, and replay is often cited as the difference between getting the subject matter through classroom instruction and getting it via Khan Academy's lecture demonstrations. But the crux of the problem is right there. Lecture demonstrations, although there's a tech component here that makes this appear innovative, that's really a matter of form, not content that's new. So the technology has maybe changed, but the form factor hasn't. If we get to the next part, just a juxtaposition of quotes. We have Salman Khan on the left in 2011 talking about now students can enjoy videos the way that his cousins did. If you know his story, they can play, pause, repeat at their own pace, at their own time. And I thought it was particularly interesting because an older piece of technology that was quite exciting to psychologist Edward Thorndike had exactly the same ability. Instruction from a book allows a student to think at his own pace, get the fact over and over again as he needs, test himself point by point as he goes along, and makes notes. So even though the
technology is a little bit different. The hope was still really there that the books would be able to do that. So video is something that I'm sure we're all quite familiar with. I'd kind of put all of this video stuff behind me, kind of cataloged it, thought about it. And then in August of this year, when the 2018 Horizon Report came out, I took a look at the predictions, as I do. I work in higher education, so it's just kind of nice to know what people might be talking to me about in the recent years. And one popped up this year that I thought was particularly interesting was mixed reality, because I can remember in 2011 myself being very excited about augmented reality. So I took a look at the Horizon reports from 2005 to 2018 and wanted to see the instances of augmented or virtual reality. And it seems that it pops up for a couple of years at a time and then goes away for a little bit. But although it appears all of these times, the messaging of it stays pretty well the same throughout. Most of them have a claim, while most prevalent uses of augmented or virtual reality are mostly in the consumer sector for marketing, social engagement, amusement, or location-based information. New uses seem to emerge almost daily. And so that's been said almost every time that it's popped up in the last 15 years or so. So then taking a look back over the last 140 years, it wasn't called augmented reality or virtual reality in the early 20th century or the late 19th century, but it builds on stereoscopy, which is that idea of having different lenses for your eyes and that it can create a 3D picture. Many of you might recall the Viewmaster, which is on the bottom roll. It had a disc you could put it in and slide along and see these kinds of images. The virtual reality and mixed reality is a really subtle difference. Augmented reality and virtual reality are separate but tightly integrated technologies. No, is that the quote? Where's the 2018 one? It's the mixed reality is in the 2018 report. It talks a little bit more about more realism, but it's almost just an updated term. So what we see in educational technology quite a bit is just upgraded terminology throughout every decade. So you might be able to apply the same description to something each decade, but just changing the name. There's some subtleties in it, but nothing that really jumped out. I hope that answers your question, Isabella. So yeah, as we go through the 140 years of visual immersion, what I think is really interesting is if you look at the top row, most of the images are in books, and then you would look through it, and because the way the lenses are, you get kind of a 3D type picture. And if you take one of those books and put it into Google Cardboard, which is just about in the bottom right, it'll still work. So the technology really hasn't changed at all. And most of these are something that you put up to your face for some kind of visual immersion. There's new 3D objects I can turn around with the headset, like an Oculus or other brand name device. But the interaction itself really is still the same. And so when I looked at some of the old advertising for using stereographs in education, you get the one on the right from 1922, because the stereographs give the third dimension or depth to a scene. They produce a semblance of reality, giving the child's mind the same reaction that would follow seeing the real thing. To all intents and purposes, they're seeing the real thing, and the stereoscope shuts out the outside world. On the left is a research paper from 2010 about virtual reality. VR may prove to be a powerful resource that can help in teaching, providing an environment that allows the student to experience scenarios rather than imagining them.
immersion means being enveloped in the environment. And so even almost 100 years apart there, you have very much the same hopes for really very similar pieces of technology that gain interest and then interest fades, and then gain interest and interest fades. What was really interesting at about the time that I was looking at virtual reality and mixed reality, as Stephen Downes talked a little bit about virtual worlds. Some of you might remember Second Life, which was one of like the big brand name virtual worlds. But he comments on doing work in the 90s where they used virtual worlds to build classrooms, field trips, and scenarios. And then when Second Life came along, they also built classrooms, field trips, and scenarios. And today with VR, in this one particular article that he was reviewing called What Does VR Have to Do with Online Education? The big goal, again, was to build classrooms, field trips, and scenarios. So even just off a shorter time frame, in about 20 years, you see that resurgence of doing the same thing over and over and over again. Just like what we saw with video, where it became a video lecture over and over and over and over again. And now I've actually lost the side thing. There we go. So just the very last bit, I'm a little bit sensitive of the time because I'd like to invite discussion kind of at the end of the presentation here. But I've seen quite a few number of LMS presentations in the last, I don't know, 5 years or so. And one of the things that always comes up when the vendors are talking to us is you can walk content down. So it can be step by step. A student must complete a quiz in order to unlock the second module, or a student must check off that they've done a reading, or participate in a discussion in order to unlock new features within the course. Some of that's tied to gaming and gamification, but that's not quite the direction that I went today. That can be a future discussion. But it made me think about programmed instruction. I can think back to the 1950s with B.F. Skinner and his teaching machine, which basically did the same thing, just with analog. And so it got me kind of thinking about, well, the modern version of that, they often say, is either adaptive learning or personalized learning. And again, looking back at old literature on it, on the right I have, if by a miracle of mechanical ingenuity, a book could be arranged that only to him who had done what was directed on page 1 would page 2 become visible, and so on. Much that now requires personal instruction could be managed by print. And this is 1912, Edward Thorndike again talking about removing a teacher from the situation and allowing the book itself to let the learner progress in a managed fashion. A recent article that came out in NPR Education says a very similar thing. What Kahn means by mastery-based is that students move on to the next topic only when they're ready. You get a chance to keep doing practice problems and watching videos. You wouldn't move on until you've answered a certain number of questions correctly. Your teacher would be put on notice that you haven't quite grasped a concept, etc. And so again, about 100 years apart, you see these very same interests and desires. So I know I'm coming up towards the end of my 20 minutes. I would like to point out, just because I didn't talk much about personalization, that if you look up the article, it's freely available online. Teaching machines are how the automation of education became personalized learning. Audrey Waters will do an immensely better job of talking about the history and the evolution of this idea than I could ever hope to. And another bit of interesting articles are the 25 Years of EdTech by Martin Weller, who's at the Open University in the UK. And just reading through each of those 25 posts, I'm already starting to see a resurgence of things that he was working on in the late 90s and early 2000s. So I have 4 kind of discussion questions lined up for today. This brings us to the end of the
exposition part of the presentation, and I hope to invite some more conversation. So using either the text chat or Carol, if we can have them write on the board or type on the board. I wonder, in your own experience, if there are current trends and issues in educational technology that feel oddly familiar to you, the audience. Are there things that come up in your day-to-day work that you think, this, like, didn't I do this 5 years ago, or doesn't this sound like something from my childhood, or I'm sure I read about this somewhere. Um, and that can be an interesting starting place for a discussion, I think. I was starting to wonder about my connectivity a little bit. That is something that I often run into as well. It's probably a pretty common experience, particularly in higher ed. I can't speak to in training purposes personally. My background is mostly in instructional design in higher ed institutions. Um, and lecture capture, I think, is kind of that piece that is really resurging, even again after that surge in 2011, 2012. Tools make it a lot easier to do. There's all kinds of tools where, yeah, like can't I just click a button and record my lecture and deliver that to my students? And so generally, when I run into that, it's usually an hour-long class, and I sit there and I think, it's like, I wouldn't want to sit through an hour of this. I asked the instructor, would you actually want to sit through an hour of this? And students do use it quite a bit. I think sometimes it's good as a kind of a stopgap. So if that's the only way to get kind of a multi-access information to students, they had to miss the class for some reason. The research does show that students watching that lecture get basically the same amount out of it as attending it in the traditional lecture format. So while it's not ideal, it can still be effective. Some of there was a research article that came out maybe 4 or 5 years ago where they looked at a whole bunch of MIT MOOCs, and they started breaking it down to say, yeah, like, even for lecture videos, the 5 to 6 minute chunk seems to work better, do it by topic. I think for me, one of the biggest things with just recording those big blocks of video is it's impossible to sift through. So if I think, um, I really need to know about this one specific piece of this specific topic, it's really hard to scrub through a video versus scanning through text. And so if the video tool has a way to do that, or if the instructor can break down the video, then generally that's okay.
students use VoiceThread to comment on a topic, which is like using a tape recorder in the 70s. Yeah, it's podcasting is one thing that I didn't talk about today, but I think one of the earliest uses of podcasting in education was in biology labs, which might have been in like the 60s and into the 70s, where an instructor just went through the lab and hit record and talked to a student about what they were doing in the lab. And so that's something that, again, it's the interaction hasn't necessarily changed too much, even though it's a digital tool now instead of real tape. I see some comments over on the side here. So what would be the limits of learning through virtual and mixed reality? I think generally, Isabel, one of the major things that comes up as you start to read more of the literature and ventures into things like virtual worlds and virtual reality is that price matters. And although the technology gets more accessible, that doing what we used to do is still really affordable with the new technology. So for example, there was a research paper that just came out this month about an astronomy class using virtual reality to do a phases of the moon lab experiment. And they did the lab experiment almost identically the same in real life as they did in virtual reality. And of course, what they found is that the learning in virtual reality was about the same as in real life. Making things in mixed reality and virtual reality that have high fidelity and branching scenarios start to cost more money, and that seems to be the limiting factor on using those technologies in new ways. I don't make Duolingo, but it is popular, and I find the actual methodology so old, translation of words. Yeah, I used Duolingo a little bit, probably around 2012. It was still pretty new at the time. I took German in high school and thought, hey, here's an app on my phone where on my walk to work and home from work that I can learn my German again. And for reading and writing, it kind of helped with some word recognition, but even after about 6 months, I definitely would not be able to have gone to Austria or Germany and figured it out. It was very much like those old workbooks, even though it's that new technology. Did all of these step-by-step learning activities keep students in behaviorist ways of thinking about learning? Mainstream in the 70s, when actually university teachers themselves were in class. That's a really interesting comment. I think when I was doing my Bachelor of Education, I can't think of any particular research papers or authors off the top of my head, so so forgive me for the lack of citation here, but generally speaking, we were always told it's teachers will teach as they were taught, and so that's something that tends to carry forward, and that was something we were really encouraged to think about in Teachers College. Is something that I kind of see, and I would suspect, Sylvan, that is the case, is that whatever was popular in the 1970s, just like maybe whatever is popular right now, in 30 or 40 years, we'll see a resurgence of that again, just because teachers teach as they were taught. MOOCs are mostly video. Yeah, that's I did dig around to try and find some research on the prevalence of video in MOOCs. All I can speak to is anecdotal evidence of ones that I've poked my nose into. But yeah, most I can only think of a handful that did not include video. I can back up to those slides. So one is teaching machines, how the automation of education became personalized learning. And then the other one is called 25 Years of EdTech.
Maybe our host can let us know. Are the audience allowed to download the slides? Are they able to download the slides out of VIA? They will be able to. I will give them all the authority for that. Okay, perfect. So if you're able to download the slides, I did include hyperlinks wherever possible as well. If something doesn't work, please just feel free to contact me. I'm pretty easy to find online. And we're at the beginning of a new revolution, so we copy the same thing that we used to do. We'll feel more confident to explore all things. These are the usual steps to be different. Yeah, and that's it. In a way, it kind of depends on how much holding power that piece of technology has. So I do kind of anticipate that kind of AR, VR will continue along the way. I don't know how many of you have had the experience of a home-based 3D TV, but I've seen one, and that's a piece of technology that 3D movies in general popped up kind of in the 70s and 80s and kind of have this resurgence. But I don't think those will last too long. And so this whole suite of TVs that have come out with your own stereoscope glasses that you put on, I don't think that'll last quite the same way as the entertainment factor of something maybe like an Oculus Rift. On that note, actually, I think just one of those main messages after this presentation in general is sometimes people ask me, especially if they're looking to get into instructional design, like, what do you think will be, or educational technology, what do you think will come up in the future of educational technology? And I usually tell them to look at whatever was happening about 10 years ago, and it'll probably happen in the next 5 or 10 years again. So usually under a different name. Are there other patterns in educational technology that emerge when we reflect on our own experience? I know I've talked a little bit about lecture capture now. That one does come up quite a bit. There's the tape recording one as well. Are there other educational pieces of ed tech or tools that you're using that kind of feel like they're doing something that we used to do a little while ago, or maybe are bringing back maybe more programmed instruction? Or yeah, smart boards are one that I've mostly only seen in K-12. Is that the same experience? Whoever wrote that, is that your experience as well? Has it mostly been in K-12, or are you seeing that in higher ed or training? In higher ed. Yeah, I think the few times that I've seen, another anecdote actually. I did teach K-12 for a little while, and there was one school that I remember visiting as a substitute, and I was talking to a middle years teacher there, and she was very excited about her smart board. And there was not a smart board in every room. There was maybe about 5 classrooms in the whole school that had one. And she mentioned that she really liked it, and that it was so interactive, and the activities that students were doing were kind of new. And when I sat in and observed the class, what I saw was things that could have been done with manipulatives maybe 5 or 10 years ago, and manipulatives being things like algebra tiles or blocks or even like paper cutouts or dice, kind of anything that the students could hold in their hand. If they were doing probability, it would likely be dice. And so again, instead of every single student in the classroom doing that in pairs or individually, they kind of did it collectively, but they were still doing things like roll dice on the smart board or that kind of thing. And so
I haven't seen too many things that are newer than a lecture or some of the small activities. But if you have examples of smart boards being used in different ways than we would have used chalkboards, I'd be really interested to hear that. Yeah, yeah, the iPads probably throwing them up onto the screen. And again, I suspect a lot of the activity is still pretty similar to maybe what we were doing with workbooks. It's automated, but the interaction is familiar feeling. I think I have one last. The Yeah, we talk a lot about revolution, and I think that's exactly the kind of point that without doing a lot of original research and just kind of reading Audrey's work, reading Martin's work, reading Larry Cuban over time, and kind of poking my nose around is what I've seen in my 6 years as an instructional designer is that these things come up again and again, and that revolution uh, always seems like it's always on the horizon. Um, the Horizon report is that I mentioned towards the beginning talks about like widespread adoption, which should be about 50% penetration into classrooms. And yet, when I look at the things that are listed from 2004 to 2018 in the Horizon report, they always seem just out of reach and then disappear and come back in 3 years, or they just disappear completely. And I'm pretty sure that the things that are listed to be widely adopted in under 1 year usually don't happen in that under 1 year. The last question I had for you, just with the final minutes here, was what role do you think the history of educational technology has on our daily instructional design practice, or could have on your daily instructional design practice? Oh, yeah, I see. In my experience, smartboards are used as glorified projectors. That was some of my experiences as well in K-12. Yeah, that like technology is just a tool, and that different tools will be useful for different learners for sure. And that those tools sometimes, although the brand name changes, the idea is still the same. It helps us to adapt to new technologies, especially since students seem to be more aware. Then, yeah, it's not the answer for everything. Definitely, it would be great if it would help us avoid mistakes from the past, but not really happening. Yeah, I think oh, we have to think about the pedagogical tools instead of gadget at any price. Yeah, those. So I think a lot of us seem to be leaning towards the same thing. And so in my own practice, I sometimes have instructors that are very, very excited to be using some new piece of technology that they found. It could be a new app. It could be like a new tool they find online, whatever it is. And so I tend to do one of two things. I try to break it down to whatever it is that they're trying to get at and see if I do have that tool in my toolbox. Um, but sometimes if they're kind of repeating the story or the narrative around that tool, like students will be able to pause, play, rewind as many times as they want.
And that's how we're going to get them to learn, like is the claim with video. I try to take a step back and say, well, if somebody asks you a question in your classroom, do you just state exactly the same thing over and over and over and over again? And does that seem to help your learners? Usually the answer is no. But the idea then is that we can start to use different approaches, and so kind of getting them peeled away from the shiny tool and start thinking about their actual teaching practice. Maybe there's too much focus on the tool itself. Yeah, it's always been there. Or VR kind of glasses have always been there. Here we see try to angle teachers towards the pedagogical tool. Yeah, you beat me to that statement, and I think I made it more concisely than I could. I feel like there's a two-part one. There we go. Yeah, instead of using the gadget at any price, but students with difficulties may now learn to show their real potential. Yeah, I think um, accessibility issues does come down. Some of the more interesting outcomes of learning styles research, like I don't design based on visual learner, auditory learner, and pigeonhole students, but look at it from a multiple modes of representation. So can students get it by reading it? Can they get it by listening to it? Can they get it by seeing a video? Which is a more expensive approach sometimes if you're able to do that. But then there's kind of these different selections that students can do to access material differently. Accessibility is not just about alt text on images, but the multiple modes of representation as well. That's a whole other deeper dive on issues, and really interesting technologies happening there as well. I'm not sure how close to our time limit we are. I want to make sure that we have time for uh, our second presentation here. If you do have any remaining questions, or later in the week you think about a piece of technology and say, hey, like this kind of fits with what we were talking about on Tuesday, you can send me a message. Like I'm on Twitter, I'm easy to find on email. And I think my website was included in the bio on the ACCP CADE website. Thanks everyone for listening and participating in the discussion. Thank you, GR. Yes, we are now. Désolée, j'avais commencé en anglais. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dingwall. On va maintenant passer à la deuxième présentation avec Madame Savard. Comment pourrait-on améliorer les pratiques de conception des formations? Madame Savard est professeure régulière à l'Université TÉLUQ depuis janvier 2017. Elle est spécialisée en technologie éducative et possède une expertise en design pédagogique. Alors, pendant qu'elle se prépare, on va continuer. En 2016, elle a complété un postdoctorat en technologie éducative à la Japan Advanced Institute of Science and Technology au Japon. Ses travaux portent principalement sur la pédagogie des sciences de la santé, le design pédagogique, la culture, l'identification et la considération des variables culturelles et contextuelles. Madame Savard est chercheure associée au Centre de recherche l'ICEF, le laboratoire de recherche en informatique cognitive et environnement de formation, membre du LICE, le laboratoire en ingénierie cognitive et éducative, membre régulière de l'Institut des sciences cognitives de l'UQAM, membre associé de l'Institut Jacques Couture de la TÉLUQ, membre associé du Réseau québécois de recherche sur la douleur et membre du groupe d'intérêt en santé mondiale. Je laisse maintenant la parole à Madame Savard.
Donc, bonjour. Je vous remercie d'être là en si grand nombre. Ça me fait plaisir de vous présenter nos résultats préliminaires de recherche. On a intitulé la présentation «Comment pourrait-on améliorer les pratiques de conception des formations?» J'ai le bonheur de travailler avec Josiane Basque, que certains d'entre vous connaissez probablement déjà. Donc, on est en train d'analyser des données là, dont je vais vous présenter les premiers résultats. Ouais. Donc, ce questionnement-là est issu d'une journée de colloque qu'on a eue à l'ACFAS en 2017 qui s'intitulait «Vers une nouvelle ingénierie pédagogique pour les environnements numériques d'apprentissage». C'est justement co-organisé par Josiane Basque et Gilbert Paquette. Je vous ai mis ici le lien vers les présentations. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les présentations qui ont eu lieu cette journée-là. Excusez-moi. Mais à la fin de la journée, il y avait eu un panel avec la liste de panélistes que vous voyez ici, où les gens s'étaient concentrés sur les pistes d'amélioration pour une nouvelle ingénierie pédagogique des environnements numériques d'apprentissage. Ils nous avaient soulevé des pistes intéressantes, puis ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin avec ça. Donc, on s'est dit, on va préparer un ouvrage collectif issu de l'ensemble des présentations de la journée à l'ACFAS. Mais nous, on travaille plus précisément sur un chapitre qui va porter sur le renouvellement de l'ingénierie pédagogique des pratiques, puis plus particulièrement sur ce qu'en disent les praticiens. Donc, pour préparer ce chapitre-là, on a préparé un sondage qui s'intitule «Comment améliorer les pratiques de conception pédagogique». Ce sondage-là, on l'a distribué par l'intermédiaire de la plateforme SurveyMonkey. Il a été disponible entre le 25 juillet et le 7 septembre 2018. On a essayé d'être bref dans le nombre de questions. Donc, on a posé 16 questions. La durée moyenne de réponse a été d'environ 8 minutes. Vous voyez ici les tribunes qu'on a utilisées pour inviter les concepteurs pédagogiques, professeurs à répondre à nos questions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux d'entre vous qui avaient pris le temps de répondre. C'est vraiment précieux quand on essaie de faire de la recherche sur les pratiques, d'avoir des praticiens qui répondent aux questions. Donc, du côté francophone, on a eu 69 répondants. On a eu 9 répondants du côté anglophone. Qui sont-ils? La grande majorité d'entre eux, au moment de répondre au sondage, exerçaient un emploi dans le domaine de la formation. Les autres en avaient déjà exercé un. Quand on leur a demandé quel était le type d'emploi actuel, vous voyez ici ce nuage de mots-là qui peut vous donner une idée des réponses qu'on a eues. C'était une question à réponse courte. Ici, vous avez une idée aussi des titres professionnels auxquels les gens s'identifient. Côté anglophone, on avait beaucoup instructional designers ici, mais on voit qu'on a eu beaucoup de conseillers pédagogiques, beaucoup aussi de formateurs, de professeurs. Au niveau des années d'expérience, on peut voir que les gens, la majorité était assez expérimentée, plus de 13 ans d'expérience, mais on a aussi eu des jeunes, donc des nouveaux dans le domaine, ce qui est intéressant, je pense, comme équilibre pour avoir des pistes d'amélioration intéressantes. Donc, on a demandé aux gens quel était le pourcentage qui était consacré à la conception de formation. On voit que c'est assez varié aussi. On a des gens qui consacrent de 20 à 40 de la formation, donc qui ont d'autres tâches que la conception. Par exemple, un professeur va avoir des tâches de recherche et de service à la collectivité. Mais on voit qu'il y en a quand même une bonne partie aussi qui se consacre, qui se dédie la majorité du temps à la conception des formations. Les répondants provenaient majoritairement du Canada. On a eu aussi beaucoup d'Européens, mais on était étonnés de constater qu'on en avait eu quand même d'autres pays, d'autres coins du monde.
La question du sondage, c'était celle-ci. Donc, on a demandé aux gens de nous fournir 2 ou 3 pistes d'amélioration des pratiques de conception pédagogique et de les justifier. Vous pouvez voir que notre taux de réponse a un peu chuté ici parce que c'était une réponse qui demandait peut-être un peu plus de temps, mais on a quand même eu 55 réponses côté francophone et 7 réponses du côté anglophone qui nous ont permis d'identifier des pistes d'amélioration émergentes que voici. Donc, on nous a dit que ça prenait plus de flexibilité, plus de temps de valorisation de la profession. On avait besoin d'élaborer des outils pour guider la pratique. Ici, on parle d'outils, mais aussi de formation continue. On a besoin de développer les pratiques de travail en collaboration intra- et interprofessionnelle. On a besoin d'être plus près du terrain, de collaborer avec des gens du terrain. Puis ici, on a créé une sous-catégorie parce que plusieurs nous ont spécifié qu'il fallait impliquer l'apprenant davantage. On nous a dit qu'il fallait améliorer les pratiques d'analyse, donc de mieux définir les cibles d'apprentissage, le contexte, l'identification du problème. Vous allez voir que ça revient quand même assez souvent. Varier les méthodes et les médias, ça, faire du neuf avec du vieux, ça fait longtemps qu'on le dit, mais il y a un peu de nouveau. Utiliser la technologie au service de la pédagogie et non l'inverse. Je voyais que dans le clavardage tout à l'heure, il y en a beaucoup qui évoquaient cette idée-là. Donc, de développer aussi ses compétences en gestion et d'évaluer les formations, mais surtout d'apprendre des résultats de l'évaluation pour pouvoir s'améliorer puis pour pouvoir faire évoluer la pratique. On s'est demandé ensuite qu'est-ce que ces pistes-là émergentes concernaient exactement. On a créé 5 grandes catégories que voici. On a créé aussi des sous-catégories pour coder plus précisément, mais je vais vous présenter seulement les grandes catégories dans le temps qui nous est accordé aujourd'hui. Donc, il y a certaines pistes qui concernent les approches et les méthodes de l'ingénierie pédagogique, les processus d'ingénierie pédagogique, les produits, l'ingénierie pédagogique en contexte institutionnel plus précisément, et la profession d'ingénieur pédagogique ou de concepteur pédagogique. Donc, un peu plus en détail, au niveau de la flexibilité, ce qu'on a mentionné surtout, c'est l'intégration des principes de conception universelle de l'apprentissage, l'adoption d'approches agiles, d'approches itératives, donc d'approches qui permettent de s'ajuster en cours de route. Au niveau du processus d'IP, on parle beaucoup du parcours personnalisé, de pouvoir offrir des parcours personnalisés à l'apprenant, différentes formes d'accompagnement, d'avoir des pratiques de design pédagogique réalistes et pragmatiques, donc moins lourdes. Puis ici, il y a probablement un concepteur d'expérience qui a passé le message en contexte institutionnel qu'il serait temps de passer à l'action, de mettre en application ces belles idées dont certaines ne datent pas d'hier. Au niveau de plus de temps et de valorisation, on a eu des réponses dans 3 grandes catégories. J'avais pas assez, ça faisait trop chargé de les présenter dans un tableau, donc je vais les présenter séparément. Mais ce qu'on nous a mentionné, c'est qu'on avait besoin de plus de temps pour réaliser les projets. Souvent, les échéances sont mal planifiées et deviennent peu réalistes, donc on est souvent en train de courir. On a besoin de plus de temps pour l'analyse et pour la réflexivité, tant pour les apprenants, les concepteurs que les enseignants, mais autant en amont qu'en aval. Donc, on a eu beaucoup de réponses qui nous indiquaient que c'était important de pouvoir réfléchir après coup pour pouvoir prendre des notes et s'améliorer. On a eu aussi comme idée de développer des programmes de formation continue pour les dirigeants universitaires, pour les former sur les bases, mais aussi sur les enjeux en lien avec la conception de formation. Ça pourrait permettre justement d'accorder plus de temps, mais aussi de mieux valoriser la profession ou les tâches de conception des formations.
Au niveau de la profession, on voudrait avoir plus de temps pour le perfectionnement, pour la formation continue, mais aussi pour l'amélioration, pour modifier les pratiques, pour documenter les modifications de pratiques. On voudrait que l'enseignement et la formation soient valorisés. Il y a même certains répondants qui ont mentionné que ce serait intéressant que ce soit considéré dans le processus de promotion des professeurs. On a mentionné qu'il serait intéressant de développer des mécanismes de reconnaissance de la qualité de la formation et des compétences aussi. Moi, je trouve que c'est assez intéressant venant du milieu de la santé. J'ai été habituée avec les processus d'agrément des programmes. Je trouve que c'est intéressant de se donner des mécanismes de reconnaissance, justement. De familiariser les clients, les milieux avec l'importance des différentes étapes du design pédagogique, puis l'impact positif. Ça, il y a plusieurs répondants qui nous ont parlé de ça. Au niveau de l'élaboration des outils pour guider la pratique, on a eu encore là des réponses en 3 catégories que je vais vous présenter séparément parce qu'on avait trop de matière, disons. Donc, on nous a mentionné qu'il est important de s'outiller pour mieux encadrer les apprenants, de développer aussi un vade-mecum de la profession, donc de se développer des règles, des principes, des techniques, des guides pour améliorer les pratiques, des guides qu'on peut mettre à jour aussi, vous allez voir, on va y revenir, des outils d'aide à la décision pour pouvoir guider la pratique, pour pouvoir être plus stable. Développer un modèle simplifié de conception, ça non plus, c'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps. Il y a encore 4 personnes qui nous ont dit que ce serait utile, évidemment, se doter d'un environnement technologique stable et aussi développer des formations de base en conception pédagogique pour initier les collaborateurs un peu dans la même ligne de pensée qu'on avait avec les dirigeants universitaires. En contexte institutionnel, on nous a dit qu'il était important de prévoir un service pédagogique qui offre tant des méthodes, des outils ou des guides. C'est déjà le cas dans plusieurs institutions, mais on le mentionne comme étant un besoin d'une piste d'amélioration des pratiques. On parle aussi de favoriser le développement d'une expertise en pédagogie ancrée aux résultats de recherche, donc de pouvoir diffuser les recherches sur les bonnes pratiques, de pouvoir donner des pistes d'amélioration aussi, des pistes pour les appliquer dans la pratique, par le biais, par exemple, de boîtes à outils. Ici, je trouve intéressant une boîte à outils qui pourrait contenir des exemples de questions à poser par un concepteur. C'est vrai que quand on entre dans la pratique, on se demande quelles sont les bonnes questions à poser et les meilleurs moments pour les poser. Donc, que ces outils-là soient disponibles dans une boîte à outils partagée pourrait permettre, selon les répondants, d'améliorer la pratique. De promouvoir les formations en ingénierie pédagogique tant dans le cursus initial que de le rendre obligatoire pour des conseillers pédagogiques qui entrent en poste. Paraît-il que ce n'est pas le cas partout. Puis de développer la formation continue. Il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé dans différentes catégories. Travailler en collaboration intra- et interprofessionnelle, c'est intéressant parce que dans le dernier référentiel de EPTP, ça a aussi ressorti. Donc, le travail en collaboration prend de plus en plus d'importance. On a eu des réponses qu'on a regroupées dans 4 grandes catégories que je vous présente aussi séparément. Donc, d'utiliser des approches qui vont favoriser le travail collaboratif, comme par exemple des approches de type design thinking, de pouvoir exploiter le numérique comme outil de médiation et d'organisation, donc pour pouvoir entourer ou organiser la collaboration tant en présence qu'à distance, parce qu'on collabore maintenant beaucoup à distance. On nous a dit qu'il était important de s'adjoindre les professionnels de la formation, d'améliorer la collaboration avec les experts en contenu, de rendre la collaboration plus collaborative avec les différentes parties prenantes.
Ceci vient évidemment avec une meilleure spécification des rôles qui deviennent nécessaires et d'impliquer tous les acteurs dès l'analyse. Ça, c'est revenu à quelques reprises. On nous a donné à 3 reprises d'ailleurs l'exemple des responsables de la diffusion des formations qui sont impliqués parfois à la fin du processus. Alors, pour améliorer les pratiques, on pourrait les impliquer dès l'analyse. Optimiser l'expertise des conseillers en formation en les impliquant à chaque fois qu'il y a des décisions pédagogiques à prendre ou en leur accordant plus de responsabilités. Au niveau de la profession, on nous a mentionné qu'il était important de se doter d'outils pour favoriser, faciliter la conception, la communication, excusez, et d'outils d'appui à la conception, mais d'outils qui puissent être partagés, qui puissent être regroupés pour que tous puissent bénéficier des efforts. D'adhérer à des associations professionnelles. L'idée de la communauté de pratique est ressortie assez souvent avec des espaces d'échange et de partage. Puis le fait d'opter pour des pratiques de co-conception qui forcent le travail en équipe, c'est revenu aussi souvent. Être plus près du terrain, collaborer avec des gens du terrain. Donc, ici, on avait des réponses dans 2 catégories, mais c'était vraiment l'idée de vivre la réalité de l'utilisateur de la formation, pas seulement de la considérer, mais de se donner le temps de la vivre. Moi, ça me rappelle une fois où j'ai demandé à aller passer une journée en salle d'urgence parce que j'avais un outil pédagogique à développer pour les résidents des programmes en médecine d'urgence. Donc, d'aller vivre, de voir comment ils vont utiliser ces outils-là, des fois, ça nous aide à faire des bonnes propositions. Les 2 questions essentielles, ça, c'est pas nouveau non plus, mais ça permet vraiment d'améliorer les pratiques. Pour qui et pourquoi? Et aussi le fait d'adopter des approches centrées sur l'utilisateur, par exemple le Human-Centered Design. On nous propose du côté du processus d'IP d'intégrer des acteurs du terrain dans les équipes de conception pédagogique pour qu'ils soient partie prenante de la conception pédagogique. Il y a beaucoup, comme je mentionnais, de répondants qui nous ont spécifié qu'il était important d'impliquer plus particulièrement l'apprenant pour, entre autres, moderniser les interfaces graphiques, mais beaucoup nous ont mentionné l'importance d'éviter les fossés entre les outils technologiques qui sont utilisés au quotidien puis les outils académiques. On nous a aussi mentionné l'importance de solliciter l'expérience de l'apprenant dans les activités pédagogiques. Ici, ça peut nous rappeler un peu la considération de l'apprentissage émergent. Et bien entendu, du côté institutionnel, de pouvoir évaluer les initiatives de formation du point de vue de l'apprenant, mais même du point de vue de différents utilisateurs ou acteurs de la formation, ça permet d'améliorer. Améliorer l'analyse. On a eu plusieurs répondants qui nous ont parlé de l'importance de mieux définir les besoins de formation, les compétences, le contenu, la progressivité, la perspective d'ensemble, le problème, mais surtout aussi de mieux expliquer l'impact d'une bonne analyse, parce que c'est souvent une étape qui est sautée ou qui est faite plus rapidement. On veut s'en aller dans le cœur de l'action. Mais l'impact est réel quand on fait une bonne analyse. Varier les méthodes et les médias. Donc, on nous a proposé d'intégrer l'apprentissage immersif, les simulations authentiques, le projet. On a parlé beaucoup aussi de jeux, de gamification. Ben, plus d'interactivité, plus de variété de médias, plus de tutorat. On revient ici à l'encadrement des apprenants. De varier les moyens d'évaluation des apprentissages, donc de ne pas se gêner pour s'éloigner un peu du questionnaire. D'avoir moins de trop longues vidéos.
Donc, utiliser la technologie au service de la pédagogie et non l'inverse. Ça, il y en a été question beaucoup dans la présentation précédente. Donc, ici, l'idée, c'était beaucoup de jamais faire l'économie de l'analyse, justement, en se disant qu'un outil technologique va régler tous les problèmes ou va être la panacée. On fait souvent fausse route en pensant ça, de jamais oublier qu'on répond à des besoins pédagogiques, à des besoins de formation. Puis, du côté de la profession, on nous a dit qu'il était important d'insister, par exemple, dans les offres d'emploi ou quand on recrute des candidats, sur l'importance des compétences en technologie et pas seulement en pédagogie, pas seulement en technologie. J'ai mis ici une citation issue d'une réponse des répondants, mais je trouve que ça fait réfléchir, la réflexion peut être intéressante à ce sujet-là. Pour développer, je me dis, ou exploiter ses compétences en gestion de projet. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on souhaitait s'inspirer davantage des approches de gestion de projet pure, donc où on va tenter d'avoir des estimations plus réalistes des efforts à consacrer, des délais, des échéances. On va tenter de clarifier les rôles, les responsabilités, de mieux les distribuer aussi, puis d'avoir une meilleure coordination. Du côté du processus d'ingénierie pédagogique, on nous a dit qu'il était important d'avoir plus de leadership pédagogique, de ne pas se gêner pour en assumer le leadership, peut-être même de s'identifier un leader dans une équipe qui peut varier d'un projet à l'autre, mais d'avoir une personne qui assure le leadership. En contexte institutionnel, de se doter de politiques claires, mais aussi, on nous a mentionné dans cette catégorie-là aussi de développer la formation continue. Ce qu'on a compris, c'est que les gens considèrent que la formation initiale était peut-être faible un peu du côté de la gestion de projet, puis qu'on aimerait que la formation continue puisse permettre de développer les compétences pour gérer des projets, des équipes technopédagogiques. Mais avec toute cette collaboration-là vient aussi la nécessité de développer des compétences pour résoudre des conflits interprofessionnels qui sont souvent inévitables. Évaluer des formations pour apprendre, mais surtout pour s'améliorer. Donc, c'était vraiment l'idée de pouvoir apprendre des résultats des évaluations, de le faire systématiquement. On a eu l'idée d'intégrer systématiquement le post-mortem des projets dans le but d'améliorer les pratiques. Ce post-mortem-là pourrait, par exemple, servir à améliorer le vade-mecum de la formation, donc les principes lignes directrices qui guident les pratiques, de pouvoir évaluer les formations. On a beaucoup de répondants qui ont fait référence au niveau de Kirkpatrick, donc de pouvoir évaluer les apprentissages, les transferts d'apprentissage et les impacts dans l'organisation. On nous a suggéré aussi de valoriser les apprentissages et les impacts d'une formation et pas seulement la rentabilité d'une formation, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de rentabilité avec une formation efficace qui n'est pas nécessairement monétaire. Donc, j'ai envie de vous dire à vous, et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des pistes d'amélioration à proposer? Que pensez-vous de ces pistes-là? Oui, je pense que vous allez avoir accès au PowerPoint après. Oui, pour répondre à la question de M. Meunier, effectivement, le PowerPoint peut être disponible, évidemment si on en a l'autorisation, et également l'enregistrement pour revoir le tout si vous le désirez. Je vais me permettre de prendre un petit peu de temps pendant que les personnes écrivent leurs questions. Je me demande qu'est-ce que vous pensez de
l'aspect du gestionnaire là-dedans. Quel rôle le gestionnaire peut avoir dans toute la mise en place des nouvelles pratiques du concepteur pédagogique, comment le gestionnaire, je parle de gestionnaire de façon générale, là, la personne qui est responsable de ça, de ce genre d'unité-là, comment, d'après vous, ça peut influencer sur le statut que le concepteur pédagogique peut avoir à l'intérieur d'un établissement scolaire, en particulier d'un établissement universitaire? Ben, en fait, je pense que c'est important. Je suis d'accord avec les propositions qui sont ressorties là, des réponses des répondants, avec le fait que c'est important que les gestionnaires se forment aux bases ou s'informent des bases de la conception pédagogique, de la différence que peut faire une bonne analyse, une bonne conception de formation. C'est certain que ça prend du temps. Les résultats ne sont pas toujours visibles ou ne sont pas toujours évidents, mais c'est la fondation pour développer des bonnes formations. Je pense aussi que du côté des concepteurs pédagogiques ou des équipes de conception, c'est important de tenir les gestionnaires au courant ou de les informer régulièrement pour les garder, je dirais, habitués, à les garder au courant des habitudes ou des préoccupations qui sont là. Donc, de les impliquer dans les décisions. Puis, idéalement, moi, pour avoir travaillé dans plusieurs institutions universitaires, là, en tant que conseillère ou conceptrice pédagogique, c'est vraiment quand les administrateurs valorisent le travail de conception pédagogique et témoignent de leur confiance aux concepteurs, aux conseillers pédagogiques, qu'on peut effectuer un meilleur travail, qu'on sent qu'on peut innover, qu'on peut aller un peu plus loin. Donc, je pense que de les impliquer, d'avoir un dialogue avec les gestionnaires, c'est pas toujours facile parce qu'on aimerait ça des fois pouvoir se rajouter un mois dans une année en temps. On manque tous de temps, mais d'avoir cette confiance-là reconnue, je pense que ça peut aider. Et Madame Bourgeois, j'ai aucune idée de ce qui peut expliquer la différence entre les institutions anglophones et francophones, mais il y a quand même pas mal à mon avis, de programmes en design pédagogique aux États-Unis. Il y a l'Université Concordia, à mon avis, je pense qu'ils donnent encore un programme en design pédagogique. Et former davantage dans le domaine de la propriété intellectuelle. Oui, effectivement, ça, la propriété intellectuelle et les droits d'auteur et tout ça, je pense que ça peut être une bonne idée de développer des formations là-dessus, dans les formations continues à développer pour les concepteurs pédagogiques, ça pourrait être une excellente idée. D'intégrer ça, on en a tous besoin. Ça évolue d'ailleurs les pratiques dans ce domaine-là aussi. Ben, merci. Le sondage est intéressant. Ça a été intéressant de lire les réponses aussi. On apprend beaucoup en analysant les résultats. Vous l'avez pas, je ne suis pas certaine d'avoir mentionné, mais on est encore en cours d'analyse, de discussion. Donc, on va continuer à travailler ça. Le livre devrait paraître au cours de la prochaine année. Donc, on va continuer à travailler. Obliger les CP à faire des formations continues. Oui. Il y en a, il y a plusieurs, Monsieur Meunier, il y a plusieurs répondants qui ont mentionné ça, que ce serait intéressant de développer la formation continue, mais de la rendre obligatoire pour la progression dans la carrière aussi. Ça peut être des bonnes pratiques, mais c'est tout, c'est un changement de culture ou un changement, donc il faut y aller une étape à la fois, mais je pense que
c'est une avenue à explorer définitivement. Est-ce que j'ai manqué des questions? Améliorer la reconnaissance par un bon traitement, ouais, un bon traitement salarial. Malheureusement, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, Madame Roy, je sais pas si vous avez vu, si j'ai manqué une question. Je pense que non. Non, je crois pas. Ou s'il y en a une que la personne se manifeste, moi non plus, j'ai pas vu d'autres choses passer. Moi, ce que je me demandais, c'est, je viens de mettre un petit message. Moi, je remarque que dans les offres d'emploi, la CCP affiche les offres d'emploi en conception pédagogique et on remarque toujours, on les publie évidemment parce que ça concerne la conception pédagogique, mais on remarque toujours que c'est rarissime. Je pense que en réalité, j'ai jamais vu qu'on exigeait dans une offre d'emploi d'avoir un diplôme en conception pédagogique de deuxième cycle. Généralement, c'est très vague. On demande des études en éducation ou globalement dans le domaine, quelque chose qui se rapproche du domaine qui est demandé. Moi, j'ai toujours, il me semble que c'est par là qu'on devrait peut-être commencer d'exiger pour l'emploi qu'il y ait une formation spécialisée, quoique je sais très bien que il n'y a pas énormément de formation précisément en conception pédagogique. À la CCP, on se fait demander assez souvent à quel endroit on peut avoir un diplôme, à quel endroit on peut aller pour avoir ce genre de formation-là. Il n'y en a pas des tonnes, surtout si les personnes veulent le faire en ligne. Mais il me semble que ce serait là quelque chose d'important à considérer peut-être en tout premier. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je me souviens quand j'étais étudiante, on parlait de l'importance de développer un ordre professionnel de la conception pédagogique ou du design pédagogique. On ne l'a pas encore officiellement. DESS-IFP, un DESS en... Ah, les autres titres, il y avait Instructional Designer, mais il y en a un qui était psychologue, Educational Psychologist, et Leadership Development Consultant. Je peux peut-être ajouter un petit mot, un petit commentaire à propos de votre commentaire sur le fait d'avoir une corporation professionnelle en conception pédagogique. C'est évidemment quelque chose que la CCP, on a étudié beaucoup. On regarde encore, c'est extrêmement compliqué Oui. d'avoir ce genre d'organisation-là parce que ça touche les lois. On embarque dans quelque chose de très, très lourd. Mais on est d'avis que oui, effectivement, on devrait avoir ce genre de regroupement-là. La CCP, au niveau canadien, c'est donc d'autant plus compliqué parce que ça ne se fait pas au niveau national, ça se fait au niveau des provinces. Mais c'était certainement en arrière-plan mais il faut avoir un volume assez important pour pouvoir
arriver à cet aspect-là pour pouvoir commencer même à faire des démarches qui sont assez dispendieuses et assez longues à faire. Mais je suis d'accord avec vous, ce serait, c'est encore dans l'intérêt de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que la CCP s'est donné une structure assez rigide pour contrôler les compétences de ses membres, au moins. Oui, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction, je pense. Puis aussi, ben, à défaut de pouvoir rendre la formation obligatoire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conseillers pédagogiques ou concepteurs pédagogiques qui entrent sans avoir les formations initiales, de développer la formation continue pourrait être un bon plan B, je pense. Dans le clavardage, Mélanie Fournier demande et l'andragogie. Pourriez-vous être un peu plus précise? C'est un peu vague comme question. De développer des formations en andragogie pour les concepteurs pédagogiques, les concepteurs de formation. Est-ce que vous parlez, vous croyez que l'andragogie devrait être plus présente dans les pratiques? Je ne sais pas si elle est encore là, Madame Fournier. Non, je pense qu'elle est... Ah, oui. Madame Fournier est toujours présente. OK, oui. C'est sûr que ça dépend toujours du poste qu'on cherche à combler. Là, ici, on se concentrait vraiment sur les postes en conception pédagogique, donc l'équivalent en anglais, c'est Instructional Designer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait de plus en plus de demandes en gestion. Donc, beaucoup les compétences en gestion étaient très demandées dans les offres d'emploi qu'on voit. J'ai l'impression on cherche plus simplement un concepteur pédagogique ou un gestionnaire, on cherche quelqu'un qui a un peu des deux, un peu de conception pédagogique, puis beaucoup de gestion ou beaucoup de conception pédagogique, puis un peu de gestion pour être capable de dealer, excusez-moi, avec les équipes interdisciplinaires de plus en plus effervescentes, je dirais. Ouais, on a M. Meunier qui dit qu'il faut travailler davantage en andragogie. Ben, en fait, la conception pédagogique prend ses fondations sur des principes d'enseignement et d'apprentissage, dont les principes andragogiques. Donc, oui, c'est vrai que des fois, on oublie de revenir aux principes quand on travaille, mais il faut garder en tête effectivement qu'on s'adresse à des adultes quand on est à l'université ou au collégial. Il y a aussi le bilinguisme qui devrait être pris en compte dans la formation continue. Donc, de tenter j'essaie d'interpréter votre commentaire, mais de tenter de développer les compétences
des concepteurs pédagogiques? Ah oui, dans les demandes, ouais, on cherche de plus en plus de candidats bilingues. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il reste encore un petit peu de temps, on peut attendre un petit peu. Alors, si les personnes sont en train de taper leurs questions, peut-être, ou leurs commentaires, je vais profiter de quelques minutes qui restent pour remercier chaleureusement M. Dingwall et Mme Savard pour leur participation. Je le fais un petit peu à l'avance. Je ne veux pas dire aux personnes d'arrêter. On va pouvoir continuer après, évidemment. Et je veux en profiter pour vous rappeler que la classe de maître, les enjeux de la formation dans les plus petites organisations, comment appliquer les principes de base en conception pédagogique avec des ressources plus limitées, est offerte le 25 février 2019. Et, je voudrais aussi vous inviter, si le cœur vous en dit, si vous avez une occasion particulière, à lancer un appel à tous avec l'activité Tous pour un. La CCP peut ouvrir une activité spécialement pour une personne, par exemple, qui aurait une question, qui chercherait des idées, qui aimerait qu'il y ait des personnes qui l'aident à peut-être débattre d'une question ou creuser un thème ou résoudre un problème. Donc, on a un type d'activité qui a été conçu pour ça et qui s'appelle le Tous pour un. Vous êtes tous invités à utiliser ce service-là. Je vous rappelle que l'enregistrement de cet atelier va être disponible dans quelques heures, le temps que ça se génère. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Je souhaite une excellente journée et comme je vous l'ai dit, on peut continuer la conversation encore quelques minutes selon vos disponibilités. Il n'y a aucun problème pour la plateforme. Merci. Au revoir. Merci à vous, Madame Roy, de nous offrir ces occasions-là de partage. Puis je vois les ateliers de pratique, c'est directement en lien avec ce que les répondants ont demandé. Donc, d'avoir des ateliers de pratique, des lieux d'échange, de partage. Donc, merci d'offrir ça à la communauté. Merci à tous aussi pour votre écoute attentive.